Bienvenue à tous et à toutes à ce webinaire d'Alliance Polymère Québec qui s'intitule Enjeux environnementaux reliés à la manutention des granulés de plastique. On va faire un tour de la réglementation, de la circularité, des tendances d'industrie. Euh, Pas que c'est un enjeu extrême, mais c'est un enjeu quand même qui est très présent dans l'industrie. Donc, il faut l'adresser. Il y a des responsabilités pour tous et chacun qui doivent être adoptées. Donc, on va vous guider là-dedans. Et pour ce faire, nous avons fait appel à un expert, M. Jean-David Lantagne de Oula One Technologies, qui se spécialise justement dans les enjeux là, reliés aux granulés de plastique, puis de la récupération de ces granulés-là pour éviter que ça se retrouve dans l'environnement et qu'on puisse assurer une gestion sécuritaire de vos granulés. M. Lantagne est candidat à la profession d'ingénieur, donc le processus pour faire l'admission à l'ordre des ingénieurs, si je comprends bien. Il est président, fondateur et directeur général de Oula One. Et il a plusieurs années d'expérience dans le domaine du développement d'innovation et il est un des inventeurs là, de la technologie chez Oula One. Alors, son expertise commence à être de plus en plus reconnue dans le monde scientifique. Je vous présente et je cède la parole à M. Jean-David Lantagne et je vous invite à garder vos questions, à les prendre en note pour la fin. On va vous offrir la possibilité de poser des questions à la fin de la présentation de M. Lantagne, qui sera un plaisir d'y répondre, bien entendu. M. Lantagne, c'est à vous. Merci beaucoup, Simon. C'est très apprécié. Vraiment content de pouvoir parler là, de ce sujet-là avec vous aujourd'hui. Merci de prendre le temps sur votre heure de dîner pour écouter cette présentation-là. Justement, je me présente, Jean-David Lantagne. Je suis cofondateur de Oula One Technologies. Comme Simon l'a mentionné, là, donc Oula One, on se spécialise dans le développement d'outils technologiques pour s'attaquer, pas pour s'attaquer, mais en fait pour décontaminer et nettoyer différents types d'environnements de la pollution plastique. Au départ, Oula One se concentrait beaucoup dans le nettoyage des berges de la pollution, mais en fait, là, ça fait maintenant 4 ans là, qu'on est en opération. Puis on s'intéresse de plus en plus à une problématique qu'on vient de connaître. En fait, ça fait environ 2 ans de ça, qui est les déversements de granulés de plastique, là, donc qu'on connaît sous plusieurs noms, résine, pellet, nurdle. C'est le sujet de ma présentation aujourd'hui. Comme Simon l'a mentionné, j'ai une formation plus en génie mécanique, donc plus technologique. Je vais aborder tout de même la problématique sur toutes sortes d'angles, que ce soit réglementaire, économique et environnemental. Juste mentionner que je ne suis pas un expert sur tous ces éléments-là, donc je vais vraiment survoler la recherche que nous, on a effectuée chez Oula One. Puis pour plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter pour que je puisse vous rediriger vers les bonnes ressources. Donc, je vais commencer. Le plan de match pour le webinaire va être premièrement de survoler la problématique en général, bien comprendre les différentes parties prenantes qui sont en lien avec cette problématique-là. Les impacts autant environnementaux, légaux que économiques qui sont en lien également. Et finalement, je vais parler des différentes bonnes pratiques là, qu'on peut mettre en place au sein de l'industrie pour éviter, en fait, de réduire les risques là, de déversement. Je vais commencer à l'instant. Donc, plus pour commencer, en général, là, la problématique du plastique, de la pollution plastique dans l'environnement, vous en avez sûrement entendu parler dans les médias, que ce soit les médias traditionnels, les médias sociaux. C'est une problématique qui prend de plus en plus d'ampleur, qu'on a de plus en plus une meilleure conscientisation de la population face à cette problématique-là. Ce qu'on entend moins parler, par contre, c'est la problématique des microplastiques dans l'environnement. Donc, les plastiques qui sont par définition plus petits que 5 mm. Ces plastiques-là causent quand même un gros problème là, pour les écosystèmes, étant donné leur taille. Vont être facilement ingérés par la faune. Puis de plus en plus d'études là, démontrent l'impact là, de ces plastiques-là dans l'environnement sur différentes espèces, dont environ 900 là, sont répertoriées jusqu'à maintenant. C'est un peu la problématique à laquelle Oula One s'intéresse. Il y a différents types là, de microplastiques là, qui existent. On les divise en 2 catégories, soit le plastique primaire et le microplastique secondaire.
Les secondaires vont être essentiellement les plastiques qui proviennent de la fragmentation des plus grosses particules de plastique, comme par exemple, si on prend une bouteille d'eau qui est dans l'environnement pendant plusieurs années, elle va venir à se fragmenter en plus petites particules pour finalement devenir un microplastique. Mais on a également le microplastique primaire qui, lui, va venir justement qui va être conçu et fabriqué comme étant déjà de taille microplastique. Dans cette catégorie-là, on retrouve le granulé, ainsi que la poudre qui peut être utilisée aussi dans l'industrie, mais également différents types de produits cosmétiques qui vont utiliser du plastique, des petites billes de plastique comme abrasif, comme on peut voir des fois là, certains savons qui ont du genre de sable à l'intérieur pour permettre de mieux laver les mains. Dans certains produits, on retrouve également des petites billes de plastique. Au Canada, ces produits-là cosmétiques ont été bannis, mais il en reste quand même aussi dans le monde. Donc ici, on voit un graphique là, qui a été sorti par Eunomonia en 2016 qui ressort un peu les différentes sources de plastique là, dans l'environnement, de microplastique en fait. Donc on voit que les granulés sont les deuxièmes plus importantes sources de pollution au microplastique dans l'environnement. Donc c'est la raison pour laquelle chez Oolawon, on a décidé de plus s'attaquer à cette problématique-là, étant donné que les déversements sont plus souvent qu'autrement accidentels puis qui peuvent être évités. Donc, c'est là-dessus que je vais plus concentrer ma présentation. On sait justement les déversements arrivent souvent de façon accidentelle parce que, le plastique, le granulé de plastique est par définition hyper petit et vraiment difficile à manutentionner. Donc, c'est difficile d'éviter qu'il y ait des déversements lorsqu'on manutentionne cette matière-là. Puis les déversements peuvent se produire sur l'entièreté de la chaîne d'approvisionnement et de production du plastique. Donc, la première endroit où est-ce qu'on peut retrouver des déversements, c'est directement chez les producteurs de granulés qui vont produire soit sous forme de poudre, de granules ou de flocons. Les flocons, j'imagine que vous êtes déjà familier avec ce type de connaissances-là. Les flocons sont souvent utilisés au niveau recyclage. Sur les terrains d'usines de production, donc vraiment ceux qui partent du pétrole pour créer le plastique, ce qu'on remarque, c'est que les déversements de plastique à l'extérieur des usines se produisent souvent lors des transferts des granulés vers les transporteurs. Par exemple, quand on a un train, un camion qui vient se faire remplir de plastique pour aller par la suite vers un transformateur. Il y a souvent des déversements qui peuvent se produire. Donc, souvent, on va retrouver du plastique autour des tracts de chemin de fer, par exemple. Mais également aussi au niveau de la maintenance des équipements. Donc, souvent, on utilise des convoyeurs pneumatiques pour transporter la matière. Donc, quand les convoyeurs viennent à boucher, on peut, en essayant de le déboucher, on peut créer des déversements. Donc, c'est les endroits où est-ce qu'on va pouvoir retrouver aussi du plastique également. On a les transporteurs. On a des transporteurs de plastique également qui peuvent causer des déversements, que ce soit par des accidents de la route, par exemple sur des trains qui déraillent, des bateaux qui échappent des conteneurs ou même des camions. Puis ici on voit quelques exemples. Là. Donc lui à gauche en haut, c'est un déversement qui s'est déroulé au Sri Lanka. Ça fait environ 2 à 3 ans de ça. Il y a 400 conteneurs remplis de résine qui s'est déversée sur les berges du Sri Lanka. Ça fait maintenant 2 à 3 ans là, que les efforts de nettoyage sont mis sur pied, puis on retrouve encore beaucoup de ces plastiques-là sur les berges. Donc, il y a quand même une problématique à regarder, puis voir comment on peut mieux faire les choses pour éviter que ça arrive. Puis aussi, les transferts de matière aussi au niveau des ports qui peuvent survenir au niveau du transport. Par la suite, on a les fabricants de produits de plastique, là, donc qui vont utiliser les granules pour créer un nouveau produit. Donc, ce qu'on a remarqué, en fait, les façons les différentes situations où est-ce qu'on remarque des déversements sont semblables à ceux des producteurs de granulés. Par contre, ce qu'on remarque, c'est qu'en fonction de la consommation de granulés et aussi du mode de transport, il y a plus ou moins de risques là, dans une ou l'autre des situations. Comme par exemple, si on a des gros consommateurs, des consommateurs réduits là, de plastique,
pour produire des produits. Souvent, on va utiliser des palettes avec des sacs remplis de granulés, soit des Gaylord, là, des genres de boîtes de carton ou des gros sacs. Souvent, ça va être apporté directement à l'intérieur de l'usine pour par la suite être utilisé dans le procédé. Dans ces cas-là, il y a moins de risque de contamination à l'extérieur, bien entendu. Mais il y en a quand même tout de même un si jamais justement les palettes sont transportées à l'extérieur ou, par exemple, si un sac serait percé ou si un chariot élévateur viendrait à percer une boîte. Donc, il y a quand même des risques, mais les risques sont moins élevés dans ces cas-là. Où est-ce qu'on remarque qu'il y a un plus gros risque de déversement? C'est vraiment ceux qui utilisent une grande quantité de plastique qui vont soit arriver par camion ou par train. Donc, où est-ce que le déversement arrive? C'est souvent lorsqu'on vient connecter le système pneumatique de convoyage, encore une fois, justement, ou les tracts de chemin de fer ou les zones d'acheminement du granulé vers des silos extérieurs. Donc, il y a aussi les silos, là, comme on peut voir dans l'image de droite en haut. Donc, c'est tous des événements qui se passent souvent à l'extérieur, donc qui peuvent créer une problématique au niveau environnemental, puis qu'il faut adresser. Donc, c'est la raison de ma présence aujourd'hui. Puis finalement, il y a les recycleurs qui vont prendre des matériaux recyclés, en faire soit des flocons ou repalettiser, qui vont avoir également des différentes problématiques au niveau des déversements. Donc, l'impact de ces déversements-là, en fait, qu'est-ce qui fait que le plastique se ramasse dans l'environnement, se retrouve dans l'environnement par la suite? Il y a plusieurs canaux, que ce soit par les pluies ou les vents. Donc, le plastique va être amené vers soit des cours d'eau qui sont près des usines ou vers les systèmes d'égouts qui, en temps de pluie, peuvent aller directement vers des cours d'eau avoisinants. Donc, ici, on voit un système d'égout un peu basique, là, mais donc, la plupart du temps, le plastique pourrait se diriger vers les systèmes de traitement des eaux conventionnels que le plastique serait récolté. Mais en temps de haute pluie, le plastique peut passer directement vers les systèmes d'overflow des systèmes d'égout municipaux. Donc, dans ces cas-là, le plastique s'en va directement dans l'environnement. Donc, finalement, bon, le plastique se retrouve sur les berges, puis bon, peut avoir un impact là, sur les écosystèmes. Finalement, il y a un impact aussi important à mentionner au niveau économique et au niveau de l'image des compagnies. Dans le fond, ici, on voit, là, il y a un cas qui a été répertorié au Texas d'une compagnie qui se faisait plusieurs déversements qui étaient effectués dans l'environnement, qui ont perdu une poursuite là, de 50 millions de dollars pour restaurer l'écosystème qui avait été endommagé. Fait qu'il y a autant des frais d'amende au niveau économique là, qui peuvent influencer que les frais, l'impact économique en fait d'une mauvaise image, parce que ce cas-là en particulier a pris beaucoup d'attention médiatique. Donc, en tout cas, c'est juste pour mentionner l'impact que peut avoir ces déversements-là pour une compagnie. Donc, au Québec, plus spécifiquement, là, encore une fois, je suis pas un juriste, donc je vais vraiment juste citer les articles de loi qui peuvent s'appliquer dans un cas de déversement comme celui des résines. Donc, c'est vraiment le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques qui régule tout ce qui est en lien avec le déversement de matières dangereuses. Puis c'est la loi sur la qualité de l'environnement là, qui spécifie ces différents articles-là que je vais citer. Donc, selon cette loi-là, nul ne peut rejeter un contaminant dans l'environnement qui est susceptible de porter autrement préjudice à la qualité de l'environnement, aux écosystèmes, aux espèces vivantes ou aux biens. Donc, quiconque est responsable d'un rejet accidentel dans l'environnement d'un contaminant, normalement, doit, sans délai, aviser le ministère, premièrement, faire cesser le rejet, enlever les matières qui sont contaminées dans la zone, puis gérer la matière aussi qui est contaminée, qu'on a retirée. Finalement aussi, bon, au niveau des conséquences et sanctions en cas de déversement, là, encore une fois, ça dépend énormément du type de déversement, fait que l'ampleur des dégâts, mais aussi des dommages qui peuvent être causés soit à l'environnement, aux écosystèmes ou même aux humains. Donc, le ministère se donne le droit de faire cesser temporairement ou définitivement l'exercice d'une activité en lien avec ces déversements-là. Puis les amendes peuvent varier là, de 15 à 3 millions pour défaut d'aviser le ministère sans délai d'un déversement important.
puis aussi de 30 millions, de 30 000 à 6 millions là, de défauts de récupérer le matériau dangereux. Donc, c'est des gros écarts, mais ça dépend vraiment du déversement en tant que tel. Donc, au niveau plus international, je voulais mentionner un peu de qu'est-ce qui les tendances là, dans le monde en lien avec cette problématique-là. Au Québec, on a des réglementations qui sont plus générales en lien avec le rejet de matières dangereuses dans l'environnement en général et non spécifiques aux résines. Tandis que de plus en plus dans le monde, on voit des lois vraiment spécifiques à la perte de granulés dans l'environnement, comme en France, en Californie, qui sont souvent en avance là, au niveau régulation environnementale. Puis bon, comme je le mentionnais, il y a le cas au Texas là, de 50 millions qui a créé un précédent puis qui, en tout cas aux États-Unis, amène beaucoup de nouvelles poursuites en lien avec ça. Donc, pourquoi je mentionne ça? C'est plus pour comme montrer les tendances réglementaires puis pour montrer qu'il y a des chances que ça arrive de plus en plus là, au Québec, ce type de réglementation-là. Il y a aussi un cadre réglementaire relié vraiment à l'industrie. Là. Donc, il y a un programme qui s'appelle Opération Clean Sweep, qui est un programme international de 20 pays, incluant le Canada, qui au Canada est régulé par l'Association canadienne de l'industrie de la chimie, que vous connaissez peut-être. Normalement, l'ensemble des membres de cette association-là font partie d'Opération Clean Sweep directement. L'objectif d'Opération Clean Sweep, c'est vraiment d'aider les entreprises qui fabriquent, manipulent la résine à appliquer des bonnes pratiques de nettoyage et de confinement de la résine. Donc, l'objectif final, c'est vraiment d'atteindre un zéro perte de résine dans l'environnement. Puis ça concerne vraiment l'entièreté de la chaîne d'approvisionnement, que ce soit les transporteurs, les producteurs et aussi les fabricants. Donc, c'est un programme qui, pour l'instant, est volontaire. Donc, c'est les compagnies qui décident d'être membres de ce programme-là. Puis les accréditations sont vraiment des accréditations internes, puis sont aussi volontaires. Donc, on peut être membre d'Opération Clean Sweep sans nécessairement avoir l'accréditation membre bleu, qui appelle. Puis, dans le fond, l'accréditation se veut comme vraiment une formation, une obligation d'audit interne et d'autres contraintes, pas contraintes, mais actions qui doivent être faites au sein de la compagnie. Donc, juste pour, encore une fois, par souci de voir un peu les tendances, en Europe, on parle de plus en plus de rendre ce programme-là obligatoire, mais également que les audits soient externes. Donc, que ce soit une tierce partie comme ISO, par exemple, qui viendrait auditer dans l'industrie pour s'assurer que les principes du programme soient respectés. Donc, c'est pas encore le cas au Québec, ni nulle part dans le monde à ce que je cherche, mais c'est en pourparlers. Donc, au niveau des bonnes pratiques, justement, de ce programme-là, on parle de quatre principes principaux, soit la prévention, le confinement, la décontamination ainsi que la documentation. Ça ressemble beaucoup à des principes d'élimination des risques de santé et sécurité. Donc, on commence bien sûr par la prévention. On fait une analyse de risque où est-ce que les déversements peuvent survenir. On met en place les processus internes pour éviter ces déversements-là. On forme notre monde, on les conscientise à la problématique pour justement qu'ils utilisent les bonnes pratiques. Et finalement, on utilise des méthodes de prévention pour le transfert et la manipulation de la matière, parce que souvent, justement, comme je le mentionnais, le transfert est une des causes principales. Fait que, comme par exemple, on peut utiliser ce type de réservoir-là autour des tracts de chemin de fer pour, lorsqu'on vient connecter notre système pneumatique, par exemple, on va comme prévenir, si jamais il y a un petit déversement qui arrive, on va être capable de le récolter. On a aussi des techniques de confinement, donc comme par exemple des genres de trappes qu'on peut mettre ou les égouts. Donc, selon le type de granulé qu'on manutentionne, on va avoir différentes mailles de trappes qu'on va pouvoir utiliser pour éviter que le plastique se rende dans les services des égouts. Puis finalement, on a des méthodes là, de décontamination. Donc, quand il y a un déversement qui arrive, il faut le ramasser le plus rapidement possible pour éviter que la pluie l'amène dans l'environnement. Donc, les méthodes utilisées sont soit des méthodes manuelles, soit des méthodes par aspiration, comme des gros camions vacuum pour vraiment qui viennent escaver le sol contaminé.
Puis finalement, on a Oula One, qui est notre compagnie qui se spécialise vraiment dans ces types d'outils-là pour retirer le plastique de l'environnement. Finalement, le dernier point, c'est la documentation. Donc, quand il y a un déversement qui arrive, on documente, puis on analyse pour s'assurer que l'événement ne se reproduise pas. C'est vraiment les mêmes genres de principes que la santé et sécurité. Donc, je vais parler rapidement de nos solutions pour avoir un peu de meilleure idée de ce qui nous différencie, là. Donc, contrairement au camion vacuum, ce qu'on vient faire, nous, c'est qu'on vient, oui, collecter la matière contaminée, mais on la traite sur place. Ce que ça fait, c'est qu'on va avoir une meilleure concentration de plastique. Donc, on va pouvoir le revendre à des recycleurs ou le donner à des recycleurs pour qu'ils puissent le remettre dans la chaîne de valeur du plastique. Donc, de cette façon-là, on respecte nos engagements ESG. Puis aussi, d'un même coup, on réduit les coûts reliés à la gestion de la matière contaminée. Donc, dans le cas, par exemple, d'un vacuum truck, on va devoir justement gérer toute la matière qu'on a récupérée, incluant les roches, la terre, tout ça. Puis, on évite le repavage. Là, étant donné qu'on traite la matière sur place, on peut tout de suite la remettre, comme les roches, tout ça. Puis aussi, si on compare, par exemple, avec les techniques plus manuelles, on est environ 10 fois plus rapide avec notre machine. On a aussi une machine plus petite, moins coûteuse également, qui est faite pour récupérer. C'est aussi une méthode d'aspiration, là. On l'offre sous différentes formes, soit à gaz, électrique. On a aussi un mode sac à dos comme un Ghostbuster. Puis on a un mode aussi plus en mode diable pour pouvoir éviter d'avoir le poids sur les épaules. Donc ça, c'est vraiment, il n'y a pas de séparation qui s'effectue dans cet outil-là. C'est souvent un outil qui est utilisé complémentairement à l'autre que je vous ai présenté, mais qui permet d'aller à des zones vraiment plus difficiles d'accès. Donc, je voulais pas passer trop de temps à parler des solutions, je voulais vraiment plus parler de la problématique, plus vous informer. Donc, les avantages d'utiliser l'ensemble de ces différentes mesures-là de prévention sont, premièrement, de contribuer à préserver l'environnement, les écosystèmes, c'est le but premier de ces mesures-là, mais également de contribuer aux engagements en matière de durabilité, donc G, que la plupart des entreprises ont à l'interne dans leur mission et valeurs d'entreprise. Mais aussi de se conformer aux réglementations fédérales locales qui sont présentement en place et également des futures réglementations qui vont être mises en place prochainement. Donc, voilà. Puis aussi la réduction des risques d'amende au niveau économique et au niveau de l'image, donc être un bon citoyen corporatif et la préservation, on ne veut pas de la réputation de l'entreprise. Donc, c'est ce qui conclut ma présentation. J'espère que ça a été intéressant et que vous avez appris un petit peu plus sur cette nouvelle problématique qui pas grand monde qui connaisse, en tout cas au Québec. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Merci beaucoup de votre attention. Bien, merci beaucoup, M. Lantagne. J'espère que vous avez apprécié. C'est très instructif. C'est bref, mais le but, c'était pas de vous alimenter avec énormément de détails, mais c'était de vous sensibiliser à l'importance et aux risques que ça pose, les échappements de granulés de plastique. Et comme vous voyez, ça n'en prend pas beaucoup des fois pour que ça se mette à se répandre, que ça se retrouve dans les aqueducs, les cours d'eau, tout ça. Donc, quelques simples mesures de précaution peuvent vous prévenir bien des problématiques. Puis au Québec, sans nommer d'entreprise, puis sans nommer de situation particulière, mais il y a quelques mois, ou pas très longtemps, on a vu passer dans certaines régions du Québec quelques accidents qui sont arrivés avec des granulés de plastique. Heureusement, ça s'est bien terminé, mais on veut éviter que ça se reproduise. C'est pas une bonne chose quand ça se produit. Donc, avec quelques procédures simples, c'est quelque chose qui peut être évité. On serait rendu maintenant à la période de questions. Je ne sais pas si vous avez des questions pour M. Lantagne pendant que nous sommes en ligne avec lui. C'est le bon moment. Juste à lever la main à l'aide de l'option de Zoom et je vais vous céder la parole avec plaisir. Je trouve intéressant soit l'aspirateur sur le dos ou votre plus grosse machine. Au niveau du type de substrat qu'on peut utiliser, nous, à l'occasion de des petits déversements dans du gros concassé, est-ce que ça marche quand même ou c'est plus avec du sable ou un substrat plus fin? Non, c'est ça. La machine a été conçue pour être opérée avec des roches quand même. C'est sûr que des fois, on a un petit peu de difficulté autour des
grosses roches de traque de chemin de fer, mais des petits concassés, ça fonctionne bien. D'accord. Et bon, quand vous vous déplacez chez les clients ou est-ce que les clients achètent vos machines? Comment ça marche exactement? Pour l'instant, on est en mode plus de location ou vente d'équipements. Donc, souvent, on fait affaire directement avec l'entreprise qui a la problématique ou bien avec une entreprise de gestion environnementale qui va faire le travail sur place. Donc, on n'a pas encore éventuellement, potentiellement, qu'on va mettre en place un service de nettoyage, mais pour l'instant, on est vraiment dans ces deux modèles-là. Mais s'il y a un service, si en fait il y a un marché, je veux pas, autour d'une certaine concentration d'usines, il peut avoir des compagnies qui se procurent les machines pour faire le service directement dans les usines. Puis vous disiez que le système sac à dos ou sur un diable, il n'y a pas de séparation entre la granule et le substrat. Non. Non, c'est ça. Mais la grosse machine, on peut faire la récupération du polymère versus le. C'est ça, exact. Donc, avec la grosse machine, on a une séparation par dimension. Là, fait qu'étant donné qu'on sait la dimension des granules qu'on veut récupérer, on peut cibler un intervalle vraiment fin pour remettre le plus de matière, justement les roches, la terre, tout ça, dans l'usine, à l'extérieur de l'usine. Mais l'objectif, justement, c'est qu'on n'aura pas un granulé 100% pur. Fait que c'est pour ça qu'il va falloir l'amener à un recycleur par la suite, mais au moins, on amène la pureté à un certain niveau qui est acceptable pour le recycleur. Mais avec la machine backpack, cette machine-là, en fait, c'est qu'on a décidé de la développer parce qu'on voyait que les aspirateurs existants comme les ShopVac n'étaient pas assez puissants pour avoir un assez gros embout d'aspiration pour nettoyer un gros déversement. Puis aussi les différents aspirateurs, par exemple des aspirateurs à feuilles, il y avait un problème de robustesse pour aspirer justement des roches et du plastique. Donc, c'est vraiment un outil de collecte qui peut être utilisé avec l'autre à côté. Donc, on peut aller dans des zones un petit peu plus restreintes, ramener la matière à notre grosse machine qui, elle, va faire le traitement. OK, merci. Ma question elle est très simple. Est-ce que votre matériel est adapté à différents types de plastique et à différentes formes? Tout à l'heure, vous avez parlé des granules. Est-ce que si jamais c'est de la poudre, est-ce que également c'est adapté? Et le troisième point, est-ce que si le produit est souillé, par exemple, si ça tombe dans, je sais pas moi, dans un atelier qui contient des huiles, qui contient de la graisse ou qui contient autre chose, rien que dans l'eau, par exemple, est-ce que votre matériel est également adapté à ça? Pour le matériel souillé, il n'y a pas de problème pour la collecte. C'est plus pour une fois qu'on a fait la séparation, on pourra pas, la matière va falloir la gérer comme une matière dangereuse. Donc, on ne pourra pas la revaloriser par la suite s'il y a eu contamination avec de l'huile, par exemple. La première question, j'ai oublié, désolé. La poudre, il y avait la poudre, entre autres. Ah oui. Ouais, c'est ça. En fait, pour la poudre, justement, le backpack va être, on va vraiment tout récupérer parce qu'on ne peut pas séparer nécessairement par dimension avec la poudre. Par contre, on a un produit qui est en développement actuellement qui va pouvoir séparer la poudre d'autres matières par densité plus que par dimension. Mais c'est ça, on n'a pas encore fini le développement de cette machine-là, mais dans les prochaines années, ça devrait venir pour pouvoir justement faire la décontamination de la poudre également. Mais on peut aussi collecter l'ensemble de la matière avec nos machines aussi. Je ne vois pas d'autres mains levées. Juste vous mentionner que si vous avez des questions aussi par la suite, vous pouvez rejoindre directement M. Lantagne là, à l'entreprise Oula One, d'ailleurs par courriel, vous voyez au bas de l'écran, info@oulaone.com. Sinon, le webinaire sera disponible en rediffusion pour réécoute sur notre portail, le portail polymerequebec.com. Il devrait être mis en ligne au courant de la semaine prochaine. Donc, il sera aussi disponible via notre chaîne YouTube, là, Alliance Polymère Québec. Donc, n'hésitez pas à le partager et surtout à prendre en considération tous les éléments qui ont été discutés aujourd'hui pour vous assurer que vous préveniez les déversements puis vous évitiez des situations qui pourraient être fâcheuses dans le futur. Et s'il y avait des besoins particuliers, n'hésitez pas à nous en faire part ou à contacter M. Lantagne. Alors, merci beaucoup, M. Lantagne. Merci à tous de votre participation et je vous souhaite là-dessus une excellente fin de journée.